Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ce que je vais faire, je vais vous parler de... Il y aura deux parties. Une partie sur les médicaments de l'insuffisance cardiaque chronique. Et je ne pouvais pas ne pas vous montrer les derniers résultats sur l'insuffisance cardiaque aiguë parce qu'il y a eu énormément de modifications et de publications ces derniers mois, ces dernières années, et les recommandations de l'ESC vont d'ailleurs être modifiées dans les semaines qui viennent, et je pensais que c'est important qu'on puisse profiter tous ensemble de ces données. Alors, une grande partie de ce que je vais vous dire, vous allez le retrouver dans ces guidelines de 2021, auxquels j'ai eu la chance de participer. Alors, la première chose, et ça c'est vraiment très important, c'est que si vous allez encore aujourd'hui sur Wikipédia, vous verrez que c'est marqué que l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est lié à une baisse du débit cardiaque. Et on sait que c'est faux, c'est hyper faux. J'ai moi-même participé à modifier la définition. La définition, c'est que l'insuffisance cardiaque, c'est lié en fait de la congestion en amont des deux ventricules, du ventricule droit et du ventricule gauche. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui posent encore des swann ou qui font des échos, on peut voir que des patients sont insuffisants cardiaques, mais ils ont un débit cardiaque qui est normal, voire préservé. Du coup, on a séparé les insuffisants cardiaques en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, moins de 40%. Entre 40 et 49, on dit moyennement réduite et préservée au-dessus de 50%. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, vous voyez la flèche en vert, c'est que quand on traite les malades, on peut les améliorer avec une fraction d'éjection qui peut monter jusqu'à 50% et plus. Et en revanche, ceux qui ont une fraction préservée, s'ils ne sont pas traités, on va voir qu'il y a des nouveaux médicaments aujourd'hui, ils peuvent baisser la fraction d'éjection. Alors l'insuffisance cardiaque chronique, tout d'abord la définition. La définition a complètement changé. Regardez ici, et ça c'est important en consultation, regardez ici le chiffre de BNP et de NT-proBNP. Regardez le seuil. Pour ceux qui utilisent le BNP, si vous voyez un malade en consultation avec son BNP est à 40, c'est très très bas, et aujourd'hui, il rentre dans la catégorie suspicion d'insuffisance cardiaque aiguë. Si vous utilisez le NT-proBNP, c'est au-dessus de 125. Donc aujourd'hui, pour suspecter l'insuffisance cardiaque, les peptides natriurétiques doivent être utilisés en première intention, c'est ce que montre ce schéma, mais vous voyez qu'en fait, le seuil est très très bas pour commencer à suspecter l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez aussi l'autre nouveauté, c'est que c'est vraiment les peptides natriurétiques qui doivent être utilisés en première intention, et c'est qui pousse à faire l'échocardiographie. Alors ça, c'est une des diapos les plus importantes. Aujourd'hui, un malade qui a une fraction d'éjection en dessous de 40% doit avoir ce qu'on appelle les 4 piliers de traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, les 4 piliers sont tout d'abord les inhibiteurs d'enzymes de conversion et l'Entresto, donc le sacubitril/valsartan. Donc ça, c'est la catégorie qui va inhiber tout le système rénine-angiotensine. On a les bêta-bloquants, on a les inhibiteurs de l'aldostérone, donc principalement la spironolactone, et on va voir dans un instant la nouvelle catégorie qui vient de sortir et qui est une vraie révolution, non seulement médicale, mais une vraie révolution sur l'insuffisance cardiaque. Donc chaque malade qui aujourd'hui, ou quelqu'un de votre famille a une fraction d'éjection qui est basse, doit avoir ces 4 médicaments. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, grâce au progrès de l'oncologie, l'insuffisance cardiaque a une mortalité qui est supérieure à la majorité des cancers. Donc aujourd'hui, imaginez que ces 4 médicaments sont la chimiothérapie de l'insuffisance cardiaque. Alors, la glyphosine. Donc la glyphosine, Philippe vous en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la révolution et vous allez être confrontés à des malades qui vont venir avec la glyphosine. Alors, comment a été découverte la glyphosine? Puis je vous montrerai un tout petit peu le mécanisme. En fait, ça a démarré d'une façon assez bête, il y a 20 ans à New England, où ils testaient des malades qui régulaient la glycémie chez le diabétique de type 2. Et sur 2 ou 3 études consécutives, ils ont montré que les glyphosines contrôlaient la glycémie, mais la surprise du chef, c'est que de façon systématique, le nombre de décompensations cardiaques et le nombre de malades qui devenaient insuffisants cardiaques était énormément réduite. Et donc plusieurs compagnies sont allées là-dedans. Et effectivement, la glyphosine aujourd'hui, c'est le traitement majeur de l'insuffisant cardiaque, quel que soit le statut diabétique du patient. Donc ne soyez pas étonnés,
aujourd'hui, des malades non diabétiques mais insuffisants cardiaques vont venir avec la glyphosine. Alors la glyphosine, comment ça marche? Au niveau du tubule, regardez ici, c'est un gentil récepteur qui, effectivement, chez nous tous, quand on va manger 2 glaces d'affilée et qu'on a notre glycémie qui monte, en fait, cette glycémie-là, elle va être réabsorbée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les inhibiteurs, et il y en a plusieurs de plusieurs compagnies, l'inhibiteur va bloquer la réabsorption du sucre, et le sucre va sortir avec le sodium au niveau des urines, et donc on aura tout d'abord une natriurèse liée à cette diurèse qui est osmotique, mais surtout, on va avoir des phénomènes métaboliques inimaginables, et ces glyphosines-là ont des effets directs sur le cœur, avec une amélioration très rapide de la fraction d'éjection. Mais la deuxième chose, et qui a surpris également les néphrologues, c'est que pour la première fois, on a un médicament qui améliore la filtration glomérulaire. C'est-à-dire qu'on a des patients qui étaient en liste de transplantation ou qui étaient sous dialyse et dont la filtration a été améliorée. Donc c'est un vrai miracle et vous allez être confronté à ces médicaments et on verra tout à l'heure comment il va falloir les gérer en péri-anesthésique. Alors ces médicaments, pour revenir à la fraction d'éjection basse, regardez, ils ont quasiment tous une classe 1 recommandation A, donc il n'y a pas de discussion. Un malade qui a une fraction d'éjection en dessous de 40% doit avoir les inhibiteurs d'enzymes de conversion, doit avoir les bêta-bloquants, l'aspironolactone et la dapagliflozine, et l'IEC peut être remplacé par le sacubitril valsartan. Alors on est allé même plus loin dans les recommandations. Chez les malades qui ont une fraction d'éjection entre 40 et 49%, tous ces médicaments sont également recommandés. Alors pourquoi c'est marqué 2B? Parce qu'il n'y a pas eu des études spécifiques, mais on est revenu sur les bases de données et on a vu que de 40 à 49, tous ces médicaments ont également un effet bénéfique. La grande révolution des dernières années, c'est ces pauvres malades qui, pendant des années, venaient avec un OAP et une fraction d'éjection qui est préservée. On traitait l'OAP, on leur disait « rentrez chez vous, on ne peut rien faire de plus ». Et en fait, depuis 2 ans, une série de papiers très très importants sont sortis. Et là aussi, la glyphosine sort. Aujourd'hui, tout malade qui a une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qui fait des OAP à répétition, qui a une fraction d'éjection au-dessus de 50%, doit avoir de la glyphosine, quelle que soit la glyphosine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un effet de classe, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle glyphosine. Mais vous voyez ces 3 croix. Tout malade qui a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée, surtout beaucoup les sujets âgés, une fois encore, quel que soit leur statut diabétique, même s'il n'est pas diabétique, doit avoir de la glyphosine. Vous voyez ces 3 croix. Deuxième classe, l'Entresto. L'Entresto a aussi montré un effet bénéfique, mais j'ai mis 2 croix parce que la p-value était à 0,06, donc ça a été accepté par FDA. L'agence européenne va aussi l'accepter comme un médicament. Donc déjà, un malade qui a une fraction d'éjection préservée doit avoir de la glyphosine et du sacubitril valsartan, mais on peut aussi rajouter le spironolactone. Là aussi, la p-value était borderline, mais tout le monde a accepté aujourd'hui qu'on rajoute la spironolactone. Donc vous voyez que, mis à part la bêta-bloquant, pour faire simple, mis à part les bêta-bloquants, aujourd'hui, et c'est ça qui simplifie les choses et qui révolutionne l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection, les malades doivent avoir au minimum glyphosine, sacubitril valsartan et spironolactone et bêta-bloquant pour l'instant qu'on va réserver aux malades qui ont une fraction d'éjection qui est basse ou préservée. Alors comment on va gérer cette glyphosine? Vous l'avez entendu tout à l'heure, donc je vous le redis. La glyphosine, dans les recommandations, en tout cas qui vont sortir aussi au niveau européen, mais qui ont l'air de coller avec les recommandations françaises, on peut les arrêter. C'est de toute façon des médicaments, surtout chez le non-diabétique, c'est des médicaments qui vont améliorer au long cours l'insuffisance cardiaque, donc on peut tranquillement les arrêter dans les 3 jours qui précèdent l'anesthésie, comme les bêta-bloquants, à cause de ce risque de jeûne et d'acidocétose normoglycémique. Quand le malade vient en réanimation, je vous conseille, surtout si on rentre dans les états de choc septique ou autre chose, je vous conseille aussi de les arrêter jusqu'à ce que le patient soit de nouveau stabilisé. 3 grandes études françaises vont sortir dans les mois et les années qui viennent pour pousser encore plus loin les guidelines. Tout d'abord, est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas les inhibiteurs d'enzymes de conversion ou les ARA2 avant l'anesthésie? Donc il y a une grande étude dont le dernier malade a été inclus et dont on attend les résultats pour la fin de cette année, début de l'année prochaine, qui s'appelle Stop or Not, qui est dirigée par Étienne Gaillat et Mathieu Legrand. Donc là, on aura une réponse définitive. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas arrêter
les IEC juste avant une intervention chirurgicale. 2 autres études vont démarrer. La première qui s'appelle Starter Note. Là, c'est des malades, c'est 2 études en réanimation. On sait qu'en réanimation, dans l'année qui suit, on a encore beaucoup d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de décès. Donc Starter Note, toujours Étienne Gaillat et Mathieu Legrand, on va démarrer un antagoniste des ARA2 au sortir de la réanimation. Et DAPA-ICU, c'est François Després. On va mettre de la dapagliflozine pour minimiser les épisodes cardiaques dans l'année qui suit le séjour en réanimation. Donc vous voyez que beaucoup de choses vont arriver dans les mois qui viennent. Donc l'insuffisance cardiaque aiguë, très rapidement, des données très très récentes. Tout d'abord, l'insuffisance cardiaque aiguë, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un problème de débit cardiaque, mais un problème de congestion en amont du ventricule droit et du ventricule gauche. Vous voyez ici, quelle que soit la fraction d'éjection, quand on regarde la veine cave inférieure, on voyait qu'elle est très dilatée, quelle que soit la fraction d'éjection. Dans les guidelines récents, tout d'abord, oxygène et ventilation non invasive, donc ça ne surprend personne, et l'utilisation des diurétiques. Une recommandation très très forte, quand on donne un vasodilatateur, on regarde le niveau de pression artérielle, quand on donne des diurétiques, on ne regarde pas ce qui se passe, on conseille très fortement d'aller regarder le sodium dans les urines. Il faut que ce sodium dépasse 50 à 70. Si ce n'est pas le cas, vous doublez vos doses de diurétiques. Et si vous n'arrivez pas à mesurer le sodium dans les urines, pas de problème, vous regardez le débit urinaire qui doit dépasser 1 litre dans les 6 premières heures. Une fois encore, tout ça est écrit dans les guidelines. Un papier auquel j'ai eu l'honneur de participer qui va aider encore plus le sodium à sortir, c'est d'associer le diamox, l'acétazolamide. Regardez ici, tout d'abord dans le groupe placebo, regardez que seulement 30% des malades sont décongestionnés dans les premières heures chez les malades qui viennent chez vous en réanimation ou en salle de réveil avec un OAP. Regardez, si vous rajoutez le diamox, déjà dans les 3 premiers jours, on va voir une augmentation du nombre de malades qui vont être décongestionnés, 42%, et ce résultat est encore plus spectaculaire quand le malade va quitter l'hôpital, seulement 60% dans le placebo, et on atteint presque 80%. Donc l'association diurétique, donc l'azilix et acétazolamide, permet de faire sortir le sodium et d'améliorer beaucoup la congestion de ces patients. Vasodilatateur, très très vite, un papier qu'on a fait avec Jonathan Freund qui montre que donner des vasodilatateurs systématiquement dans tous les OAP n'améliore pas la mortalité. Et enfin, ce travail-là qui est important, c'est quand un malade a un OAP qu'on a fini par le traiter, qui va quitter l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'il faut lui donner les classes médicamenteuses que j'évoquais tout à l'heure, et donc j'y reviens. On l'a montré dans cette étude, on a fait 2 bras, un bras où le malade a été suivi en ville, et un autre bras où on a été très agressif sur le traitement. Regardez, on a donné la moitié de la dose des 4 médicaments piliers avant qu'ils ne quittent l'hôpital. Ensuite, on a donné de façon très agressive ces médicaments dans les minutes qui suivent, dans les semaines qui suivent. À la semaine 2, ils ont eu tous les médicaments à forte dose. Et vous allez voir dans un instant les résultats spectaculaires de ça. Tout d'abord, on a réussi à donner à plus de 50% des malades les bêta-bloquants, les IEC, à 80% la spironolactone. Et quand on a regardé les effets, surtout regardé sur le tableau de droite, on a réussi à décongestionner la grande majorité des malades sur quasiment tous les paramètres de décongestion. Et on a pu éviter, ça c'est le résultat principal, on a pu éviter, vous voyez ici, la réhospitalisation et la mort chez la grande partie des patients. Alors, dès que ça va passer, ça va aller mieux. Donc surtout ce que je voulais vous montrer, c'est la figure finale. Alors le SGLT2 aussi peut être donné si vous avez un malade qui a un OAP avant qu'il ne quitte l'hôpital. Et surtout, si jamais tout ça est allé un peu vite, dans quelques jours va sortir dans European Heart Journal une revue générale sur l'insuffisance cardiaque aiguë dans laquelle on décrit, je crois, assez bien ce qu'il faut faire dans les heures, les jours et les semaines qui suivent. Quand le malade vient avec l'ambulance et qu'il est dans votre service, que ce soit en salle de réveil ou dans un service, vous démarrez par le Lasix en IV et le Diamox en IV et de la ventilation non invasive. Vous voyez que cet IV-là de Diamox et de Lasix, il faut le donner pendant 3 jours. Au 3e jour, vous pouvez enlever la perfusion, démarrer les médicaments en oral, donc les diurétiques en oraux, démarrer éventuellement la glyphosine en oral. Le malade est déchargé et ensuite le cardiologue va le voir
à plusieurs reprises. Et tout ça, on a montré que ça améliore énormément la survie et la hospitalisation. Merci beaucoup.